Qu'est-ce qu'on obtient quand on mélange une branche et un voilier? Et ben on va voir ça juste après l'intro. Maintenant que vous avez eu quelques secondes pour vous imaginer le mélange, et ben aujourd'hui, on va parler des sturizomas. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit les sturizomas. Sturizoma, qui est un raccourci, on verra le nom complet juste après, possède plusieurs sous-espèces assez similaires et que l'on retrouve assez rarement en aquariophilie. Sturizoma tichtis, de son nom latin, complet, est un poisson originaire d'Amérique du Sud. En plus d'avoir un nom scientifique à coucher dehors, on retrouve plusieurs sous-variétés, comme on l'a vu précédemment, et donc des localités un peu différentes. Sont toutes généralement en Amérique du Sud, certaines vont se rapprocher un peu plus de l'Amérique centrale, et c'est là que c'est intéressant. Le plus connu des sturizomas, on va utiliser sturizoma, parce que sturizoma tichtis, c'est horrible à dire. Le plus connu étant Sturizoma aereum, aoreum, pour ceux qui font la liaison entre le A et le U, c'est pas terrible en latin. Nous pour le coup aujourd'hui, on va se concentrer sur une espèce légèrement différente, bien qu'on soit pas tous d'accord pour exprimer la chose. Certains pensent que c'est deux espèces différentes, d'autres pensent que c'est une même espèce qui s'est retrouvée à deux endroits différents et qui a fini par varier, notamment au niveau de la couleur. Sturizoma panamense est l'espèce sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Panamense, ça vous donne une bonne indication sur son origine. Il vient du Panama. Et là, pour ceux qui avaient écouté la vidéo précédente, vous vous rappelez pourquoi j'avais dit Panama, c'est quelque chose d'intéressant, et bien le lien il est là. Sturizoma aoreum, qui lui est originaire plutôt de Colombie, contrairement au spécimen que nous avons juste ici, qui lui, pour le coup, a des origines plutôt donc Panama et descend légèrement plus au sud. Les sturizomas, dans leur ensemble, sont découverts dans les années 1900. 1900, pour ceux qui ne se rappellent pas, si Steph avait déjà 80 ans en 1960, lors de la dernière vidéo, en 1900, il devait déjà en avoir au moins 45. Donc découverts dans les années 1900, nous avons des biologistes qui recherchent des poissons ressemblant à des brindilles sur des morceaux de bois. Autant dire que l'aiguille dans la botte de foin, à côté, c'était facile. Une fois découvert, ce savoureux mélange entre cette branche et ce voilier, il a été largement distribué à travers le monde. Quand je dis largement, ça ne veut pas dire en grande quantité, mais toute la sphère aquariophile, à travers le monde, l'a connu. Quand vous parlez de sturizoma, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Bon, si à peu près ce que c'est, vous voyez pas, mais je vais vous le décrire un peu mieux. Effectivement, c'est un poisson qui fait partie de la famille des Loricariidae. Selon certains, du bon côté de la famille des Loricariidae. Je m'explique. Beaucoup de Loricariidae sont omnivores à tendance carnivore. Lui, pour le coup, il va être certes omnivore, mais il va plutôt pencher du côté herbivore. Donc, vous avez un poisson qui va faire une jolie taille, entre 20 et 30 cm. Comme on l'a vu au début, les origines et les variétés sont vraiment floues, donc forcément, la taille de chaque poisson, chaque variété, va différer légèrement. On retrouvait beaucoup de spécimens ne dépassant pas les 16-20 cm, et on se rend compte de plus en plus que finalement, dans des grands volumes, 25-30, ils peuvent les atteindre. Mais ça, est-ce que c'est dû à la nanification dans des bacs qui n'étaient pas adaptés, ou est-ce que c'est dû à des espèces qui sont maintenant un peu différentes, prélèvements d'origines différentes, qui font que finalement, ces poissons-là sont de plus grande taille, c'est dur à dire. Bon, maintenant qu'on a un peu dépeint le tableau, je vais essayer de vous parler un peu de sa maintenance. C'est un grand poisson qui aura besoin de grand espace. Là, nous, pour aujourd'hui, on l'a mis ici. C'est plus pratique pour vous le présenter. Les spécimens sont vraiment jeunes, ils font à peu près 5-6 cm chacun. Il y en a 3, ils vont passer la journée d'aujourd'hui par rapport à l'acclimatation dans ce petit volume, on vous les présente, et après on les bascule dans un peu plus grand. Enfin, un peu plus grand, même beaucoup plus grand. Pour les faire grandir, un bac de 200 litres, c'est pas mal. Ça permet d'avoir à la fois le côté pratique, d'être sûr de pouvoir les surveiller et les contrôler au niveau de leur alimentation. Leur alimentation, elle est assez particulière. Ils vont vraiment consommer majoritairement ce fameux biofilm qui va se poser sur les branches ou sur les feuilles de vos plantes. Dans la littérature, vous retrouverez souvent l'appellation de ce biofilm un peu composé, on va dire, en périphyton. Périphyton, c'est un mélange entre des micro-algues et des micro-organismes, micro-crustacés souvent, qui vivent à l'intérieur et dont il va se délecter. C'est pour ça qu'on le caractérise d'omnivore. Pour en finir avec le volume, considérez qu'un bac de 200-250 litres, c'est très bien pour faire grandir vos jeunes. Si vous souhaitez mettre ce poisson dans les meilleures conditions, un bac de 400-500 litres lui sera idéal. Au niveau de la population, 3 individus peuvent suffire. Vous pouvez constituer des groupes beaucoup plus nombreux si vous le souhaitez. Un ratio de 1 mâle pour 2 femelles dans un groupe de 3 est parfait. Cela dit, si votre bac est bien aménagé,
Pour un poisson, il va en faire une vingtaine, trentaine de centimètres. Si c'est un bac où il sera le seul loricaridé ou consommateur exclusif de ce fameux biofilm, vérifions comme on avait juste avant, vous pourrez le maintenir dans un volume, idéalement 300 litres, ça pourrait lui convenir. Dans ce genre de volume, il sera important de s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence alimentaire ou territoriale. À vrai dire, même dans les volumes plus adaptés, comme j'ai pu vous citer juste avant, 400-500 litres, il faudra prendre soin de veiller à ce qu'il n'ait pas vraiment de concurrence. Effectivement, c'est un poisson qui n'ira pas se battre pour l'alimentation, qui n'ira pas se battre pour un territoire, sauf éventuellement en période de reproduction. Donc, si on devait résumer, jusqu'à présent, on a un gentil géant qui n'aime pas se battre. C'est un bon point, c'est un poisson du coup qui sera vraiment calme, peut passer plusieurs heures posé sur une pierre ou sur votre décoration ou sur une branche dans votre aquarium, à profiter du courant qui va passer sur lui. Pour la température, si vous avez une plage entre 23 et 28 degrés, c'est bien. 1 ou 2 degrés de plus ou de moins, on pourra s'arranger. Pour ce qui est du pH, un intervalle entre 6,5 et 7,5 lui ira parfaitement. Pour ce qui est du GH, comptez entre 3 et 10, ça ira très bien. Comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, il ressemble à un parent proche, le Farlowella. Farlowella, on le décrit souvent comme étant vraiment une brindille. Là, on lui ajoute ce côté voilier. Il va avoir une jolie nageoire dorsale, vraiment en forme de voile de voilier pour le coup, et des nageoires pectorales sous le ventre. Pour ce qui est de la caudale, vous pouvez voir à ses extrémités une continuité comme un fil qui part en haut et en bas. D'ailleurs, s'il ressemble autant au Farlowella classique, il porte un petit nom commun de Farlowella royal. C'est une espèce assez facile à maintenir et qui, à l'instar de l'Ancistrus, arrive à se reproduire assez facilement. Alors autant elle arrive à se reproduire assez facilement, autant l'élevage des jeunes, lui, va être un peu plus compliqué. C'est vraiment une caractéristique connue du Farlowella, assez facile à maintenir et qui se reproduit régulièrement, même dans des bacs communautaires, avec pas mal d'autres espèces au milieu. Vous éviterez alors de le mélanger à d'autres espèces de loricaridés, car effectivement, lors des reproductions, il pourrait y avoir des conflits au niveau des territoires. Et à ce moment-là, Sturizoma étant malheureusement une brindille, il y a de fortes chances qu'il ne gagne pas la bagarre. Sachez qu'il commence à se reproduire dès lors qu'il atteint les 15 cm environ. À ce moment-là, le mâle et la femelle s'isolent dans un coin du bac, généralement la vitre ou une partie suffisamment lisse. Si vous avez une partie lisse opposée au rejet de votre filtre, c'est sûrement là qu'ils iront. Pendant la nuit ou au petit matin, la femelle pondra quelques œufs que le mâle viendra féconder, puis la femelle pondra de nouveaux œufs, etc., etc. Cela fera une jolie grappe d'œuf. Généralement, cette grappe d'œuf, elle aura une forme un peu de ticket de métro, plus longue que large. Une fois la ponte effectuée, le mâle s'occupera seul de garder les œufs. Vous pourrez même le voir, juste avant l'ouverture des œufs, les mâchouiller légèrement pour les aider à sortir. Comme pour la plupart des espèces, la température de votre eau jouera sur le temps d'éclosion des œufs. Bon, tout ça c'est un peu compliqué et pour la maintenance de votre poisson, ça sera pas essentiel. Si vous avez effectivement de la reproduction, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus et à faire quelques recherches de votre côté. Comme je le disais juste avant, c'est un géant assez gentil. Il y a même des personnes qui arrivent à les garder avec des crevettes naines. Les Neocaridina. Ce sont des colonies assez prolifiques pour ces crevettes, ce qui fait que même si votre Sturizoma en consomme 2 ou 3 juvéniles par inadvertance, ou même volontairement, votre colonie, elle, ne sera jamais en danger. Comme la majorité de nos loricaridés, ils sont consommateurs de ce fameux biofilm. Pour ça, essayez de maximiser le nombre de pierres ainsi que le nombre de racines que vous allez remettre à leur disposition. Quand ils sont jeunes, ils en consommeront moins puisque leur corps est moins grand. Par contre, lorsqu'ils commenceront à atteindre des tailles de 20-25 cm, là, vous verrez carrément les râpes le long de vos racines. Forcément, en consommant toute cette cellulose, ils vont assimiler beaucoup de fibres, ce qui fait qu'ils auront un système digestif très efficace et donc pollueront pas mal votre aquarium. De par tous les déchets qu'ils vont produire, et aussi par rapport à leur qualité d'eau, il va avoir besoin d'avoir un joli filtre et surtout un bon brassage. Alors l'un n'est pas forcément lié avec l'autre, vous pourriez avoir un brassage conséquent amené par une pompe de brassage par exemple et une filtration avec un rejet assez léger. Tant que le volume d'eau qui passera dans votre filtre sera conséquent, ça ira très bien. D'ailleurs, petite chose sympa avec le Sturizoma, si la qualité d'eau vient à baisser dans votre aquarium, il aura tendance à se mettre face au filtre et à essayer d'avancer dans le courant. Et cela en étant posé sur un décor ou carrément à la nage. S'il le fait à la nage, c'est que le paramètre d'eau sont assez critiques. En fait, ça s'explique assez simplement. Dans la nature, quand ils sont dans cette rivière, puisque effectivement, leur besoin de courant vient du fait qu'ils soient originaires d'une rivière. Et les rivières ont forcément plus de courant qu'un lac. Ça vient simplement du fait que quand ils sont dans la rivière et qu'ils estiment que les paramètres d'eau deviennent moins bons, généralement un apport de saleté en fait dans l'eau, ils ont cette tendance à vouloir remonter le courant. Donc pour faire simple,
sur votre rivière, vous avez la source avec de l'eau qui est propre, et forcément, elle va assimiler toutes les saletés et arriver en bas avec de l'eau plus sale. Donc si le poisson il estime que l'eau est sale, il essaie de remonter la rivière. Et bien c'est exactement ce qu'il essaie de faire en essayant de remonter le courant de votre filtration. Bon, je vous dis ça, mais c'est pas le seul poisson qui le fait. La plupart des poissons, quand ils estiment que les paramètres d'eau sont pas bons, ils vont nager dans le courant. Si vous voyez vos poissons nager dans le courant, ça peut aussi vouloir dire qu'ils aiment bien le courant. Vous affolez pas, testez votre eau et vous aurez la réponse de manière certaine. Les odontodes, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la technique que nous allons utiliser pour différencier mâle et femelle. Enfin la technique, grosso modo, c'est comme des poils de barbe qui vont pousser sur les côtés de la tête de votre poisson. Et ça, uniquement chez le mâle. Mais bien sûr, ce serait trop facile. Autant des fois, il y a des femelles qui peuvent en exprimer des petits, et là ça peut semer le doute. Les mâles dominés auront tendance à ne pas en avoir, et les mâles dominants en auront généralement des poils plus longs. Donc il est assez facile de repérer le mâle dominant. Après, entre un mâle dominé et une femelle, on essaiera de la jouer à la taille du corps. Les femelles sont généralement plus larges. D'ailleurs, information importante, si vous constatez que les odontodes de vos poissons ont tendance à régresser, à réduire, c'est souvent que les paramètres d'eau, la taille de l'aquarium ne leur conviennent plus. Bon, maintenant que vous savez faire la différence entre une brindille et un voilier, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous les mercredis et les dimanches à 18 h. D'ailleurs, pour ceux qui ont plus de questions ou qui voudraient apporter plus d'informations sur le contenu de la vidéo, vous avez tout l'espace commentaire pour le faire. Comme vous avez pu le voir, je suis souvent actif dessus et je vous réponds presque tout le temps. Bon, j'ai fait ma blague sur les brindilles, je leur ai dit de m'écrire dans les commentaires, je leur ai pas dit de s'abonner, mais ça ils le savent. Bah,